Élèves de terminale S, bonjour, voici votre 5e leçon sur les transferts thermiques consacrée aux bilans énergétiques. Nous verrons comment on peut établir un bilan énergétique en faisant intervenir un transfert thermique Q et un travail W. Un système fermé est un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Par exemple, l'eau liquide contenue dans un récipient, en négligeant la vapeur d'eau présente au-dessus par exemple. Si des molécules d'eau ne peuvent ni entrer ni sortir du parallélépipède, alors la quantité d'eau N indice H2O est constante. Si la matière ne peut ni entrer ni sortir d'un système fermé, il n'en est pas de même pour l'énergie. Par exemple, on peut faire entrer facilement de l'énergie thermique Q en chauffant l'eau. Nous avons vu que le transfert thermique Q est caractérisé par un désordre au niveau microscopique qui va donc s'accroître dans l'eau. On peut aussi faire entrer du travail dans le système. Nous avons vu aussi que le travail W est caractérisé par un mouvement d'ensemble macroscopique et donc un certain ordre visible macroscopiquement. Ici, par exemple, le système reçoit du travail mécanique, Wm, on observe la rotation de l'hélice, objet macroscopique où tous les points de l'hélice décrivent des cercles avec la même vitesse de rotation autour de l'axe. Autre exemple, on peut faire entrer du travail électrique, We, dans le système, là encore un certain ordre macroscopique. Le courant électrique où toutes les particules chargées circulent dans le même sens est facilement observable avec un ampèremètre par exemple. Désormais, par convention, lorsque nous parlerons de transfert thermique Q, sans préciser davantage, il s'agira toujours du transfert thermique reçu par le système. Cette grandeur algébrique sera comptée positivement si le système reçoit effectivement l'énergie, comme ici où la flamme est plus chaude que l'eau. Dans le congélateur, par exemple, ce système fournira un transfert thermique positif à l'extérieur moins chaud, avec Q fourni égale moins Q reçu égale moins Q. Si nous ne considérons que la grandeur Q égale Q reçu, nous avons cette fois Q négatif. Considérons la perceuse comme le système sigma. Le système reçoit un travail électrique WE et fournit un travail mécanique WM et du transfert thermique Q vers l'extérieur moins chaud. Nous avons WE positif et en termes d'énergie reçue, WM négatif et Q négatif. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment on pouvait définir l'énergie interne U, somme des énergies cinétiques de toutes les particules du système et des énergies potentielles d'interaction entre ces particules. Ces énergies d'origine microscopique sont notées avec le mot micro en indice. En première S, nous avons défini l'énergie mécanique comme la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur du système. EC égale 1/2 de mv carré et EPP égale mgh avec m, v et h respectivement la masse, la vitesse et la hauteur du système macroscopique. Nous définissons maintenant l'énergie totale du système, E total égale EM plus U, comme la somme des énergies d'origine macro et microscopique. Toutes ces énergies s'expriment en joules. Disons quelques mots sur la variation d'énergie potentielle de pesanteur ΔE pp. C'est très important, il ne faut pas confondre une grandeur avec la variation de cette grandeur, soit le système pot plus fleur. Nous posons le système à une certaine hauteur h prise comme référence 1 car nous choisirons bientôt une autre référence 2. Par référence, nous entendons le choix du lieu où l'énergie potentielle de pesanteur EPP1 est nulle. Si nous considérons maintenant le système posé sur le palier P à une hauteur H1 au-dessus de la référence 1, son énergie potentielle de pesanteur vaut EPP1 égale mgh1. Mais si nous choisissons une autre référence 2 pour laquelle EPP2 égale 0,
alors le palier P se trouve maintenant à une hauteur H2 différente de H1. Et l'énergie potentielle de pesanteur vaut EPP2 égale mgh2 différente de l'énergie potentielle de pesanteur 1. Considérons maintenant le palier P comme le palier initial et portons le système plus haut, mais cela pourrait être plus bas, sur le palier final PF. Par rapport à la référence 1, le système se trouve maintenant à la hauteur H1F, F comme finale, et il a démarré à la hauteur H1I, I comme initiale. La variation d'énergie potentielle de pesanteur vaut delta E pp1 égale EPP1F moins EPP1I égale MGH1F moins MGH1I égale Mg facteur de H1F moins H1I égale Mg delta H1, où delta H1 est cette longueur rouge. Nous faisons le même raisonnement avec la référence 2. Delta E pp2 est donc égal à Mg delta H2, où delta H2 est cette longueur verte. Nous observons que delta H1 est égal à delta H2 et donc delta E pp1 égale delta E pp2. Vous voyez que l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la référence choisie, mais la variation d'énergie potentielle de pesanteur, non. Intéressons-nous maintenant à la variation d'énergie interne delta U. Nous avons défini l'énergie interne U comme la somme de toutes les énergies cinétiques microscopiques et de toutes les énergies potentielles d'interaction entre tous les couples de particules, ce que nous avons noté EC micro plus EP micro. Les sphères grises symbolisent atomes, ions ou molécules. Imaginons qu'il s'agisse de molécules d'eau, par exemple. Cette molécule est formée, entre autres, d'électrons et nous définissons une nouvelle énergie interne U' en ajoutant à U, EC micro plus EP micro, l'énergie des électrons de toutes les molécules d'eau. Et pourquoi pas l'énergie des nucléons de toutes les molécules nucléons. Appelons U0 l'énergie que nous venons d'ajouter à U. Nous avons U' égale U plus U0. Et donc U' différent de U. Dans les transformations que nous étudions en thermodynamique, c'est-à-dire où les énergies mises en jeu ne sont pas énormes, il se trouve que l'énergie des électrons et l'énergie des nucléons ne changent pas. L'énergie des électrons est donc constante, c'est la même chose pour l'énergie des nucléons, et donc pour leur somme, et donc la variation de U0 est nulle. D'où delta U', qui est égal à delta U plus delta U0 égale delta U plus 0 égale delta U. Là encore, nous constatons que l'énergie interne dépend de la manière dont on la définit, mais la variation d'énergie interne, non. Intéressons-nous enfin à la variation d'énergie totale, delta E totale. Énergie totale égale énergie mécanique plus énergie interne. Donc, variation de l'énergie totale égale variation de l'énergie mécanique plus variation de l'énergie interne. Delta EM correspond à la variation d'énergie macroscopique du système, delta U à la variation d'énergie microscopique du système. Delta EM est par ailleurs égal à delta EC plus delta EPP. Considérons le système parallélépipède fait d'un certain matériau dans l'état initial. Il est immobile, froid et posé là. Dans l'état final, il est par exemple chaud, donc l'énergie interne a augmenté et delta U est positif. Il est posé plus haut, donc l'énergie potentielle de pesanteur a augmenté et donc delta EPP est positif. Il est en mouvement. L'énergie cinétique a donc augmenté et delta EC est positif. Delta E total, somme des trois termes positifs, est positive et donc l'énergie totale a augmenté. Et puisque l'énergie ne peut pas être créée, elle peut seulement être transformée. Cela signifie que si l'énergie totale du système a augmenté, c'est que de l'énergie a été reçue de l'extérieur. Si l'énergie totale diminuait, on utiliserait la même formule car l'énergie reçue est comptée
algébriquement. Énergie reçue sous forme de travail W ou de transfert thermique Q. Remarquons que le travail ne peut pas être le travail du poids. En effet, nous avons déjà vu que le travail du poids est égal à moins la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, moins delta EPP. Si on ajoute le travail du poids, cela revient à ajouter moins delta EPP au membre de droite. En faisant passer ce terme dans le membre de gauche, il devient plus delta EPP. Et vient s'ajouter au terme delta EPP déjà existant dans l'expression de delta E total. Dans ce cas, on compte 2 fois delta EPP, ce qui n'est pas correct. Si, dans un problème, on s'intéressait à la variation de l'énergie potentielle électrique, il ne faudrait pas considérer le travail de la force électrique. Voyons quelques cas particuliers. Si le système est immobile, on dit que le système est de nature thermodynamique. Dans l'expression de delta E total, le terme delta EC est nul puisque ECF égale 0 moins ECI égale 0, 0 moins 0 égale 0. Delta EPP est nul puisque EPP final égale EPP initial, système immobile. La variation d'énergie totale se réduit à delta U égale travail plus transfert thermique reçu de l'extérieur et compté algébriquement. On dit qu'un système est isolé s'il n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, ni W ni Q. Dans cette expression, W est donc nul, ainsi que Q. Et la variation de l'énergie totale se réduit à delta E total égale 0. Autrement dit, l'énergie totale est constante, on dit que l'énergie totale d'un système isolé se conserve. Enfin, si le système est immobile et isolé, alors on obtient delta U égale 0. La leçon est terminée, la prochaine fois nous ferons quelques applications. À bientôt!